Nous avons vu comment Hugh de Rotland, cet auteur anglo-normand vivant à la frontière galloise, écrivant dans les années 1180, adopte une position qui est en tout malicieuse et souvent paradoxale. Il est très inséré dans la vie littéraire de son temps, il connaît tout le monde, il a tout lu, mais il a tendance, nous le verrons, à prendre un peu le contre-pied de ce qui se dit. Il est presque gallois, il est anglo-normand, il est ami de Gauthier Mappe, il habite tout près de Monmouth, le pays de Geoffroy de Monmouth, et il écrit des romans qui ne sont pas des romans arthuriens. En même temps, il connaît très bien cette littérature, et nous avions commencé à le voir dans son prologue, nous l'avions vu dans son prologue, se présenter de façon à la fois traditionnelle, en reprenant les lieux communs que nous avons vus eux-mêmes utilisés et détournés par Chrétien de Troyes dans le prologue d'Érec et Énide, mais en les détournant à son tour autrement. Nous l'avons vu aussi saper la vérité de son propre récit, comme l'avait fait avant lui Vasse, comme d'une certaine façon, mais différemment, le fait Chrétien de Troyes qui met en valeur le sens au détriment de la vérité factuelle. Et nous en étions à l'examen des derniers vers de son roman, où il reprend la parole, où il se met à nouveau en scène, mais d'une façon, une dernière fois, mais d'une façon, une fois de plus, provocante. D'autant plus provocante qu'il commence en citant ou en faisant allusion aux derniers vers du Tristan de Thomas, ces derniers vers que nous avons lus la dernière fois. Thomas termine ici son écrit, son récit. Il dit son salut, il salue tous les amants, les pensifs, les mélancoliques, les amoureux, les envieux, ceux qui sont remplis de désir, ceux qui sont dans le plaisir et ceux qui sont pervers, à tous ceux qui entendront ces vers. Et alors, c'est cette chute extrêmement célèbre que Bédier a reprise dans son adaptation de Tristan et Iseult. Hugh de Rotland y fait allusion dans la chute d'Hippomédon, mais le salut aux amants est celui d'Hippomédon, le héros du roman, dont l'auteur Hugh de Rotland ne se fait que l'interprète et le messager. Mais lisons d'abord ces quelques vers qui se terminent d'une façon qui n'est pas absolument convenable, mais qui n'en est, d'une certaine façon, que plus intéressante. Vous allez la voir apparaître en deux parties parce que le texte est long et que j'essaye de l'imprimer gros parce qu'on me fait des reproches quand il est imprimé trop petit. Donc, Hippomédon à tous amants, mande salut ancestrement par ceste Hue de Rotland. Alors là est l'allusion à Tristan. Hippomédon, en ce roman, envoie son salut à tous les amants par l'intermédiaire de Hue de Rotland, de par le Dieu d'amour commande désormais léalement amé, sans tricherie et sans fausseté. Et ce nul d'amé se retrait devant ce qu'il est son bon fait, enfin s'il est excommunié, et puis s'il est plein air congé de envésir là où il pourra, à souhait qui plus y avra. Donc Hippomédon, dans ce roman, envoie son salut à tous les amants par l'intermédiaire de Hue de Rotland. De la part du Dieu d'amour, il leur commande de désormais aimer loyalement, sans tricherie et sans tromperie. Et si nul renonce à aimer avant d'avoir fait ce qu'il désire, il sera excommunié. Et puis, ensuite, qu'il ait plein congé de prendre son plaisir là où il pourra. Celui qui en aura le plus recevra l'absolution. Et
Il continue, et alors c'est là qu'il intervient pressé. Acré de hule à ma maison, Chartres est de l'absolution. Seul il y a dame ou pucelle, ou riche veuve, ou daméselle, ne veuille créer que jolet, vinge-la, jolie mousterée. Ainsi que dit l'ex enseigne tournée, la Chartre lierte embrevé, et son heure pas trop grand damage, ce lissot lipant à snage. Dans ma maison, à Credenhill, j'ai la charte d'absolution qui absout ceux qui auront pris le plus de plaisir en aimant. S'il se trouve une dame ou une jeune fille, une riche veuve ou une demoiselle qui ne veuille pas croire que je l'ai, cette charte, n'est-ce pas, qu'elle vienne, je la lui montrerai. Avant qu'elle soit repartie de chez moi, je lui aurai inscrit, donc l'image d'un instrument, je lui aurai inscrit le texte de la charte et ce ne sera pas un bien grand mal si le sceau lui pend aux fesses. Vers 1580 et fin du roman. Donc, Hugh de Rotland est un auteur qui, au début de son roman, alors pour prendre les choses sérieusement, se présente comme romancier à la troisième personne en se nommant, c'est-à-dire de façon traditionnelle, mais dont la personnalité envahissante, paradoxale, provocante, déborde sur cette présentation. D'une part, il se présente avec plus de précision, d'humour, de truculence à mesure que le roman avance. Nous avons vu la référence à Gauthier Map, cette espèce de connivence comme deux écrivains qui se renvoient la balle de façon agaçante sur un plateau de télévision. Et nous venons de voir la conclusion coquine. Et d'autre part, il fait interférer son jeu avec l'exposition du travail du romancier, comme nous venons de le voir. Et enfin, et ça nous ne l'avons pas encore vu, ce jeu intervient dans le roman pour commenter le récit des événements que fait le romancier, c'est-à-dire pour commenter son propre récit. Et j'en dis un mot parce que, et j'aurais dû en parler plus tôt, parce que c'est ce procédé qui fait comprendre et qui donne une sorte de naturel à la chute grivoise. Hippomédon est un long roman, près de 11 000 vers, 10 580 vers, aux péripéties nombreuses, mais à l'argument très simple. Tellement simple que l'auteur a bien du mal à tenir 10 580 vers. La jeune et belle reine de Calabre, qui est la fille du roi de Sicile, est surnommée la Fière car elle est rebelle à l'amour. Sa renommée parvient aux oreilles du jeune Hippomédon, fils du roi de Pouille, qui se présente incognito à sa cour et est pris à son service. Il l'aime, elle est attirée par lui, mais pour des raisons obscures, que l'auteur n'explique pas, il dissimule sa valeur chevaleresque et il se fait passer pour un lâche. Alors elle est attirée par lui, elle l'aime, elle se dit quand même c'est dommage qu'il soit si lâche, si beau jeune homme, si charmant, si ceci, si cela. Il accomplit, alors néanmoins, des exploits chevaleresques admirables et d'une témérité folle, mais toujours en se dissimulant. Et comme dans beaucoup de romans, sous des armures, des armes de convention, enfin, ou qui inconnues, en se sauvant à peine la victoire remportée, de sorte qu'on ne peut pas le féliciter, etc. D'où quiproquos, malentendus, obstacles qui n'en sont pas, crise de désespoir d'Hippomédon, alors qu'il est désolé parce qu'il croit qu'il n'est pas aimé de la Fière, alors qu'il lui serait si facile de parvenir à ses fins. Et puis, symétriquement, crise de la Fière, alors qu'il serait si facile de l'apaiser, etc. Jusqu'à ce que tout se découvre et que tout finisse bien. On me dirait c'est un roman stupide. Non, ce n'est pas un roman stupide, et il faut dire que c'est un roman qui est même amusant, parce que toute
y est malicieux, jusque dans le détail de l'écriture. Par exemple, à un moment, le héros dit à son confident, n'est-ce pas, qu'il craint que sa mère soit malade parce qu'il a fait un rêve prémonitoire. Et dans ce rêve, son père perdait une de ses côtes. Évidemment, comme Ève est née de la côte d'Adam, si le mari perd une côte, ça veut dire que la femme est menacée. Et d'ailleurs, effectivement, sa mère est mourante. Donc tout ça, c'est très triste, mais c'est raconté comme cela. Et les tourments des amoureux, leurs veilles, leurs monologues, leurs débats intérieurs, leurs aveux réticents à leurs confidents, tout cela est développé à la manière de Chrétien de Troyes, par exemple, Sordamore dans Cligès, la première partie de Cligès, Phénice dans la seconde, mais jusqu'au ridicule, tellement c'est étiré, de sorte que la longueur inutile de ce roman, qui devrait le rendre insupportable, fait partie de son charme, puisqu'il tire parti de cela. Alors, d'une part, on a l'impression de lire une parodie de Courrier du Cœur datant de l'époque de Modes et Travaux, vous savez, je l'aime, il m'aime, nos parents sont d'accord, que faire, etc. D'autre part, le jeu du narrateur intervient sans cesse. Le narrateur, alors, Hudrotland, mais nous voyons que c'est généralement dans ces romans, c'est Hudrotland ou Chrétien de Troyes, il et je, qui n'est plus renommé, pour à l'intérieur du récit. Alors ce jeu du narrateur ne cesse d'intervenir et d'interférer avec le récit de l'auteur. Et chaque fois que le timide Hippomédon hésite, se désole en monologues interminables, renonce à se déclarer quand il le pourrait, que le moment est vraiment favorable, se dissimule, s'enfuit au lieu de recueillir les félicitations qu'il mérite, et plus que des félicitations, eh bien, le jeu du narrateur s'impatiente et il déclare haut et fort, et lui aussi longuement, qu'à la place de ce bonnet, il aurait été plus hardi. Il y a longtemps qu'il lui aurait sauté dessus, etc. Ce serait terminé depuis longtemps. De sorte que le jeu du narrateur intervient pour dire que ce roman est ridiculement long, ça pourrait être fini, etc. Bon. Et toute l'œuvre fonctionne de cette façon. Et donc il montre de façon amusante qu'il n'est pas dupe des retards qu'il apporte artificiellement à l'intrigue de son propre roman. Et il forge en même temps, peu à peu, le personnage de séducteur cynique et grivois qui s'exprime dans les derniers vers du roman et qui s'identifie alors explicitement à l'auteur Hud Rotland, habitant Credenhill. Donc vous voyez, il s'est présenté au début de façon traditionnelle, à troisième personne. Ensuite, de façon traditionnelle, il y a le jeu du narrateur. Mais tout au long du roman, ce jeu du narrateur forge une image de l'auteur, puisque naturellement, on le rapporte à l'auteur. De sorte qu'à la fin, cet auteur peut entrer à nouveau en scène avec le caractère de ce jeu qui n'a cessé d'intervenir en disant « mais vas-y, grand bonnet, saute-lui dessus, embrasse-la, fais plus, etc. » Et avec son histoire de charte et de saut, enfin bon, je vous ai traduit et je n'y reviens pas. Mais, cette audace, enfin, de ce roman qui est d'une certaine façon typiquement un roman courtois, amoureux transi, chevalier vaillant mais amoureux timide, héroïne fière et théoriquement rebelle à l'amour, épreuve chevaleresque, etc. Ce roman, le dernier mot de ce roman, Ephes, nage, qui est proprement inouï. Et d'ailleurs, c'est tellement un procédé
que quelques années plus tard, l'auteur de Jouffroy de Poitiers fait la même chose de façon inverse. L'auteur est anonyme. Jouffroy de Poitiers est un roman, presque un roman picaresque, alors lui, qui raconte les aventures amoureuses, mais surtout les aventures érotiques, et l'enchaînement d'aventures érotiques d'un héros, d'un Jouffroy de Poitiers, dont le modèle est Guillaume de Poitiers, le premier troubadour, très visiblement, le fameux trompeur de dames dont nous avons déjà tellement parlé. Et alors, dans ce cas-là, l'auteur, donc comme son héros est extrêmement déluré, et plus encore, l'auteur adopte la position inverse. Jouffroy de Poitiers est précédé d'un long prologue, nous aurions pu d'ailleurs le lire aussi, qui est un prologue élégiaque et presque un peu comme les saluts d'amour des troubadours, un prologue presque lyrique où il se lamente d'être malheureux en amour, de n'être pas aimé de celle qu'il aime, enfin, etc. Bon, et ça dure longtemps comme ça. Et puis, c'est un long prologue, c'est un long prologue, je ne me rappelle plus, peut-être une centaine de vers, c'est vraiment un ensemble. Et puis ensuite, il raconte les histoires inconvenantes de son héros Jouffroy de Poitiers, et il intervient de façon symétrique et inverse à Hugues Rotland. Il intervient pour dire « Ah, il a de la chance. Ah, il couche avec celle-ci. Ah, il couche avec celle-là. Ah, comme j'aimerais être à sa place. Et moi, j'ose même pas me déclarer. Et moi, je suis tout seul. » etc. Bon. Et madame, et je suis trop timide, et madame est trop cruelle, etc. Et c'est la même chose à l'inverse. Bon. Alors, je reviens, puisque, toujours avec mes parcours sinueux, je reviens à Chrétien III, puisque nous avions commenté le prologue d'Érec et Énide, et nous avions vu la subtilité, en somme, de ce prologue, dans la façon dont il présente l'auteur, et par comparaison, nous avions vu un imitateur maladroit, qui n'a rien compris, Renaud de Bagé ou de Beaujeu, l'auteur du Bel Inconnu, qui est un roman très intéressant d'autre part, mais l'auteur n'est pas d'une finesse folle, au moins à cet égard, et d'autre part, un auteur habile, dont le roman est peut-être moins passionnant que le Bel Inconnu, avec ses histoires de fées, de guivres, etc., de fées qui sortent des placards, de monstres qui sortent des placards, tout ça, mais qui est un auteur très, très subtil lui aussi, Hugues Rotland, et puisque ça vient chez Jouffroy de Poitiers. Je reviens à Chrétien III. Donc nous voyons que tout est déjà dans le prologue d'Érec et Énide, son premier roman et presque le premier roman arthurien. Les autres introduisent des variations ou des enrichissements à partir de tel ou tel élément de ce prologue. Le trait qui a été le plus remarqué en dehors de la conjoncture que nous allons gloser, c'est que dans le prologue d'Érec et Énide, le poète dit qu'il s'appelle Chrétien de Troyes. Et plus jamais, il ne s'appellera lui-même Chrétien de Troyes. Dans les autres romans, il se désigne seulement comme chrétien. Alors on dit que c'est parce que, on dit généralement que c'est parce qu'il était désormais si connu qu'il n'avait plus besoin de préciser sa ville d'origine et que son seul nom suffisait à l'identifier. Possible. C'est possible, ce n'est pas sûr, je ne veux pas dire que ce soit totalement convaincant. Chrétien n'était pas un nom tellement rare et ne suffisait pas à identifier un auteur même connu. L'auteur de Guillaume d'Angleterre, par exemple, dit qu'il s'appelle Chrétien. Et
quoi qu'on ait pu en dire, ce n'est certainement pas Chrétien de Troyes, à mon avis. Enfin, vous me direz que le point est discuté. À mon avis, Chrétien de Troyes ne peut pas être l'auteur de Guillaume d'Angleterre, parce que non seulement le récit est tellement différent du reste de ses romans, mais encore une fois, le style est tellement plus raide, hein, et que ce ne pourrait être qu'un roman de jeunesse. Or, ce ne peut pas être un roman de jeunesse, parce que sinon, il en parlerait, il le mentionnerait dans le prologue de Cligès, où il mentionne ses œuvres antérieures. Bon, donc, je ne pense pas que Guillaume d'Angleterre soit chrétien, et bon, l'auteur s'appelle chrétien. Il est vrai que l'auteur de Guillaume d'Angleterre a pu vouloir se faire passer pour Chrétien de Troyes, c'est aussi possible. Hein, donc, bon. Et puis, est-ce que nous sommes tellement sûrs qu'Énéide a immédiatement suffi à assurer la gloire de Chrétien de Troyes? Nous voyons bien que Chrétien est très connu déjà dans les années 1180, mais après 4 romans, au moment où il écrit le Conte du Graal, il est déjà connu. Mais avant, on ne sait pas trop. Il me semble qu'il vaut mieux chercher l'explication de la façon dont l'auteur se désigne du côté des circonstances particulières à chaque prologue et du contexte propre à chaque prologue. Et par exemple, alors, nous n'allons pas les regarder tous les 5 en détail, on n'a pas le temps, mais un mot, le suivant, dans celui de Cligès, Chrétien se présente, qui est donc son deuxième roman plutôt, Chrétien se présente sans se nommer tout de suite, mais quand il en vient à se nommer, et il le fait à 2 reprises, il se nomme en se situant dans une relation très précise au regard de l'œuvre qu'il entreprend. D'abord, comment se présente-t-il, comme le fait un auteur, en énumérant ses œuvres? C'est la seule fois où il fait cela, et c'est un cas d'ailleurs assez remarquable. Donc, si vous voulez, comme dans un livre aujourd'hui où il n'y aurait pas le nom de l'auteur sur la couverture, mais il y aurait la liste des ouvrages du même auteur en page, enfin on regarde la page de faux titre. Bon. Donc la réponse à la question quel est le nom du poète est, dans ce cas-là, celui qui avait auparavant composé telle ou telle œuvre. Je vous montre, c'est un prologue très connu, ce n'est pas la peine de regarder longuement. Donc, Sylle qui fit des Réchénides et les commandements d'Ovide, et l'Ardamore en Romanie, et le mort de l'épaule fit, du roi Marc et d'Ise la blonde, et de la huppe et de la ronde et du rossignol la muance. Un nouvel conte recommence, d'un valet qui en Grèce fut, d'où lignage le roi Arthur, mais ce que de lui rien vous dit, au roi de son père la vie, dont il fut et de quel lignage, tant fut preux et de haut parage que pour prix et pour l'os conquère, à la de Grèce en Angleterre, qui lors était Bretagne dite. Enfin, là, le texte facile, je traduis quand même. Celui qui traita des Rèques et d'Énide, mit les commandements d'Ovide et l'art d'aimer en français, fit la morsure de l'épaule, traita du roi Marc et d'Ise la blonde, comme aussi de la métamorphose de la huppe, de l'hirondelle et du rossignol. Alors, donc, la morsure de l'épaule, c'est l'histoire de terrer, etc. Et puis, la huppe, l'hirondelle et le rossignol, c'est, comment ils s'appellent, j'oublie leur nom, non, celle-là, non, c'est terrer l'autre. Enfin bon, c'est les enfants, c'est Pélope, la première, l'histoire des Atrides, et le second, c'est l'histoire de celui qui couchait avec sa belle-sœur, enfin Procnès, etc. Bon. Se remettre à un nouveau conte d'un jeune homme qui vivait en Grèce et appartenait au lignage du roi Arthur, mais avant que je vous parle de lui, vous entendrez la vie de son père, d'où il fut et de quel lignage. Il était si vaillant et de si haute naissance que pour acquérir honneur et renom, il vint de Grèce en Angleterre, qui s'appelait alors Bretagne. Le point commun avec le prologue des Réchénides est, au début, dans la relation du je au il. Le poète se présente et se désigne à la 3e personne, mais il passe à la première pour se mettre en scène dans son rôle de conteur.
celui qui fit d'Érec et Énide recommence un nouveau conte, mais avant que je vous parle de lui, à ce moment-là, c'est à la première personne. Il est le conteur d'une histoire qui se déroule entre la Grèce et la Bretagne, entre l'empire de Constantinople et le royaume du roi Arthur. Et tout est là. Et c'est à propos de ce sujet que l'auteur se nomme un peu plus loin. Cette histoire trouvons écrite que contait Vauveuil et Retraire en un des livres de l'Homère Monseigneur Saint-Père à Beauvais, de là fusist conte estretz, dont c'est roman, fils chrétien. Nous la trouvons écrite, cette histoire, que je veux vous conter et vous retracer, dans un des livres de la bibliothèque, de l'armoire, de Monseigneur Saint-Pierre à Beauvais. De là fut tiré le conte dont Chrétien a fait ce roman. Donc là, il se place de nouveau dans la position d'auteur, comme Benoît de Sainte-Maure qui dit « Je suis allé chercher d'Arès le Phrygien », comme tous, et à ce moment-là, il se nomme, par rapport à sa source, la bibliothèque, un manuscrit de la bibliothèque de la cathédrale de Beauvais. Et à ce moment-là, immédiatement après, suit le développement fameux sur la translatio imperii et studii, le transfert du pouvoir et du savoir de Grèce à Rome et de Rome en France. Il a trouvé dans la bibliothèque de la cathédrale de Beauvais une histoire qui parle d'un empereur de Constantinople. Un empereur de Constantinople, mais qui considère que pour trouver la gloire, pour être vraiment un chevalier accompli, il faut venir faire sa formation à la cour du roi Arthur. Donc un empereur de Constantinople qui rend hommage à la supériorité du roi Arthur sur l'empereur de Constantinople, donc sur le fait que cette chevalerie ne réside plus à Constantinople, mais à la cour du roi Arthur. D'où le développement extrêmement fameux. Les livres que nous lisons, il vient de dire 80, nous ont appris que la Grèce a d'abord eu la renommée en chevalerie et en savoir, et puis tout cela est allé à Rome, et de là en France, et face au ciel, que ça reste en France. Et quand Dieu donne que cet honneur reste toujours en France, s'arrête toujours en France, là où elle est. Et puis, il reprend, Chrétien commence son conte, si comme l'histoire le raconte, qui traite d'un empereur. Chrétien commence son conte, comme l'histoire le raconte, qui parle d'un empereur. Donc, le nom de l'auteur est, si l'on peut dire, à l'extérieur de l'œuvre, le je à l'intérieur. Chrétien est un des maillons dans la chaîne de la Translatio Studii, et il témoigne dans le livre qu'il écrit de la Translatio Imperii, la chevalerie est passée de Grèce en Occident. Il lit les livres qui lui ont été transmis, il en compose d'autres, il compose son conte comme l'histoire le raconte. Dans le cadre de la Translatio Studii, encore une fois, il raconte une histoire de Translatio Imperii, celle d'un empereur de Constantinople qui vient à la cour du roi Arthur. Et donc, il se nomme dans cette fonction, et il se nomme 2 fois en encadrant cette réflexion sur le transfert du savoir et du pouvoir. Mais dès qu'on est à l'intérieur du roman, dès qu'il a commencé, c'est je qui raconte et qui commence. C'est je qui dit je vous parlerai d'Alexandre, d'Alexandre vous parlerai, mais il ne dirait jamais je m'appelle Chrétien de Troyes. Ni même appelez-moi Chrétien de Troyes comme Call me Ismaël au début de Moby Dick. Même
alors, bon, c'est quelque chose, j'insiste trop là-dessus, parce que c'est quelque chose de constant, mais quelque chose qu'il faut encore observer. Et nous voyons que même un poète personnel, selon l'expression moderne, comme Ruthbeuf, dont nous parlons si souvent parce que c'est tout ce que je connais, même ce poète qui raconte le plus souvent sa propre histoire, même ce poète qui commande son nom par référence à sa propre manière poétique, cette poétique de l'indigence, nous avons déjà parlé, Ruthbeuf qui est dit de rude et de bœuf, Rutebeuf qui rudement œuvre, car rude est selon la Somme, etc. Même ce poète ne dit jamais « je m'appelle Rutebeuf » ou « je suis Rutebeuf » ou « moi, Rutebeuf, je... » etc. Ou plutôt si, il le dit une fois, mais c'est dans un rêve et en s'adressant à un personnage du rêve. Dans le dit d'hypocrisie et d'humilité, il rêve qu'il va à Rome, qu'il est reçu donc, par cet homme courtois qui s'appelle Urbain, et, enfin non, cet homme courtois, et qui deviendra le nouveau pape, et qui lui demande comment il s'appelle, et il dit « Sire, sachez sans doutance que je me nomme Rutebeuf », qui est dit de rude et de bœuf, toujours la même chose. Il le dit. Mais il le dit avec le décalage du rêve. Dans le rêve, il est un personnage de son histoire. Alors à ce moment-là, il peut se nommer. Mais en tant qu'auteur du poème, s'il se nomme, c'est à la troisième personne. Enfin, il peut se nommer. Il peut dire « je » et son nom. Mais en tant qu'auteur du poème, il parle de lui à la troisième personne. Donc, le nom de l'auteur en fonction d'autorité, c'est la troisième personne. On le voit, mais enfin, nous n'allons pas nous éterniser sur Chrétien de Troyes, il nous reste peu de temps. On le voit dans le prologue du chevalier de la charrette, par contraste avec le jeu qui fait sa cour à la comtesse de Champagne. Chrétien de Troyes, le long prologue, enfin le prologue du chevalier de la charrette est un éloge des flatteries à l'égard de la comtesse Marie de Champagne, mais dirais-je qu'autant qu'une perle vaut de Sardoine, la comtesse vaut de Rennes, etc. Non, ça oui, enfin bon, ce genre de choses. Mais quand il intervient à ce moment-là pour traiter le sujet que lui a imposé la comtesse, à ce moment-là, Chrétien, il dit à la première personne la comtesse m'a demandé d'écrire cette histoire et c'est elle qui m'a donné le thème et moi c'est pas du tout de moi, je n'y mets que ma peine et mon tension, que mon travail et mon attention, mon effort, enfin ma conscience. Mais ensuite, c'est il. Ou dans le Conte du Graal, ou le prologue du Conte du Graal, où c'est l'inverse, où il parle de son roman, enfin il se nomme comme auteur de son roman à la troisième personne, et ensuite il fait l'éloge de son commanditaire, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, à la première personne. Qui petit sème, petit queue, et qui haut que recueillir veut, en tel lieu sa semence est pendre, que bien sans double l'y rende, car en terre qui rien ne vaut, bonne semence sèche et faux. Chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il en commence, et s'il le sème en si bon lieu qu'il ne peut être si de grand preux, car le fait pour le plus prud'homme qui soit en empire de Rome, c'est le comte Philippe de Flandre qui mieux vaut ne fit Alexandre si l'on dit que t'en fut preux. Et ensuite, pourquoi est-ce que je dis que Philippe de Flandre est supérieur à Alexandre? Parce que Philippe de Flandre possède la charité qui manquait à Alexandre.
Et à contrario, dans Le Chevalier au Lion, où il n'y a en apparence pas de prologue, mais à mon avis, il y en a tout de même un. Il y a au vers 1840 du Chevalier au Lion une digression sur la disparition de l'amour et de la courtoisie qui est en fait un prologue et qui permettent à l'auteur de prendre position au regard d'une vérité générale, comme dans le prologue des Rechénides, et de se placer en position de narrateur à la première personne. Le roman commence in medias res, un jour de Pentecôte, le roi Arthur tenait sa cour, etc. Et les chevaliers étaient de ci, de là, les uns échangeaient des nouvelles, les autres parlaient de l'amour, qui hélas n'est plus respecté comme il l'était avant, qui est en fuite, etc. Et à ce moment-là, Chrétien III prend position sur cette question. Oui, on n'aime plus comme on aimait autrefois. Oui, amour n'est plus respecté et servi comme il l'était. Et j'aime mieux parler des amours qui ont existé autrefois, même si c'est passé, est terminé, mort, plutôt que de parler du présent qui est tellement lamentable. Et le proverbe, c'est mieux vaut un courtois mort qu'un vilain vif. Un homme courtois mort vaut mieux qu'un vilain en vie. Et c'est pour ça que et c'est la justification de raconter, commencer son roman et de raconter des histoires du temps passé. Pourquoi parler du passé plutôt que du présent? Eh bien parce que autrefois on savait aimer. Et encore une fois, le prologue du Conte du Graal réunit tous les éléments des prologues des 4 premiers romans en donnant à l'auteur une autorité qu'il n'avait jamais eue jusque-là. Le nom de Chrétien est à l'origine du roman qu'il crée, qu'il sème, comme Dieu lui-même, qui est le semeur de la parabole du semeur. Chrétien sème et il fait semence d'un roman qu'il commence. Il faut certaine audace pour reprendre en ces termes, alors que les tout premiers vers sont qui sème peu, récolte peu, dans une citation de saint Paul, et celui qui va récolter beaucoup, qu'il sait, ou suffisamment, qu'il sème dans un lieu où la semence puisse produire, allusion à la parabole du semeur. Donc là, le romancier prend presque la place du créateur. Et dans le prologue du Conte du Graal, il est bien mention d'une source, d'un livre, comme le livre de Monseigneur Saint-Pierre, de l'Homère de Monseigneur Saint-Pierre à Beauvais, dont il parle dans le prologue de Cligès. C'est le livre que lui a fourni le comte Philippe de Flandre, où il a tiré la matière de son roman, dit-il. Ce livre qui a fait couler tellement d'encre, puisque nous n'avons aucune trace de l'histoire du Graal avant le roman de Chrétien. Donc quel est ce livre que lui a montré Philippe de Flandre? Ce livre, qu'est-ce que c'était? Existait-il seulement? Mais ce livre est mentionné dissocié de Chrétien sème et fin semence d'un roman qu'il commence, est mentionné à l'extrême fin du prologue, donc 20 ou 30 vers plus loin, et de façon extrêmement laconique, qui ne s'étend pas du tout sur ce livre de Philippe de Flandre. Donc, ou bien c'est une mystification, ou bien c'est la reconnaissance discrète, parce qu'il ne faut pas froisser son commanditaire, qu'en fait on lui a bien montré un livre, que ce livre, et on n'a pas tiré grand-chose, qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce livre, ce qui me paraît probable. Bon. Et alors, bon, nous sommes
vers la fin de ce cours, puisque la partie parisienne du cours va s'achever à la fin de cette heure. Une fois de plus, elle va s'achever en queue de poisson. Une fois de plus, le cours va tourner court. Et je me contente donc de signaler les pistes que j'aurais pu, c'est vous d'en signaler une. J'aurais dû, alors là, bon, c'est ma très grande faute, j'aurais dû parler des œuvres dont l'auteur révèle son nom en le dissimulant, soit au moyen d'une signature par acrostiche, soit par une devinette ou un jeu de mots. Signature par acrostiche, je vais en prendre un exemple. Devinette ou jeu de mots, l'exemple que je voulais traiter, celui que je connais le mieux, est celui de Jean Renard, mais même celui-là, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Enfin, je parle de mon acrostiche. Donc, l'acrostiche est un procédé qui est très pratiqué au Moyen-Âge dans la poésie latine, dans la poésie vernaculaire, et qui envahit particulièrement la poésie de la fin du Moyen-Âge parce qu'il fait partie de ces jeux auxquels se plaisent ceux qu'on appelle les grands rhétoriqueurs. Mais on le trouve avant et en dehors des grands rhétoriqueurs. On le trouve chez Villon, on le trouve chez tous les poètes, chez tous les grands poètes de ce temps. J'en donne ici un seul exemple qui est un exemple plus ancien, justement parce que c'est un des plus anciens en langue vulgaire, celui du début du roman de philosophie de Simon de Frêne. Simon de Frêne, décrit généralement F-R-E-I-N-E. Et Simon de Frêne, qui est né avant 1147 et qui est mort vers 1220. Donc, c'était un chanoine de Hereford et un ami de Giraud de Barry. Donc, on est exactement dans le même milieu anglo-normand et gallois qu'avec Hugh de Rotland. Et exactement au même moment, c'est le même cercle littéraire. Et ça montre que c'était un cercle littéraire, là, dans ces confins de l'Angleterre et du Pays de Galles, à la fin ou au début de la seconde moitié du XIIe siècle, c'était des cercles littéraires extrêmement cultivés. On le voit avec Gauthier Mappe, nous l'avons vu avec Hugh de Rotland, on le voit avec Simon de Frêne, parce que son roman de philosophie est une adaptation de la Consolation de philosophie de Boès. Ce texte essentiel dont nous avons déjà eu l'occasion de parler bien des fois les autres années. Alors, c'est une adaptation très libre en vers français de la Consolation de philosophie sous la forme d'un débat entre un clerc et philosophie. Donc, il ne s'agit plus de Boès lui-même, prisonnier du roi Théodoric et attendant la mort dans son cachot, mais un clerc et philosophie. Et nous allons donc en lire les premiers vers. Vous remarquerez que ce sont des heptasyllabes, des vers de 7 pieds, ce qui est rare. L'ancien français utilise beaucoup plus souvent l'octosyllabe. Et du coup, on peut d'autant plus aisément rapprocher ces premiers vers du vieux roman d'Alexandre d'Albéric de Pisançon, dont nous n'avons qu'un fragment, qui est la plus ancienne adaptation du roman d'Alexandre, enfin du pseudo-Callisthène en ancien français, qui est très ancien, qui est du milieu, avant le milieu du XIIe siècle, et qui est précisément en octosyllabes et où on trouve ces vers au vers 8, solats nofats antiquitas, que toton sie vanitas. C'est
franco-provençal, enfin, que l'Antiquité nous console, nous distrait et nous console, afin que tout ne nous soit pas vanité, afin que nous n'ayons pas le dégoût de tout, pour nous éviter le taedium vitae. Et on retrouve ça au début de ce roman de philosophie. Donc voici les premiers vers, enfin les premiers vers jusqu'à la fin de l'acrostiche. Solatsdon et tout ir, is estromon kilot ir, mou porte en sei grande des portes, un escrier de bonne conforte, de deitom se moustre bien, do et la vers pour perdre rien. D'autre part, pour rien qui sait, estre plus joyous, de deit, je traduis, non, ce roman apporte consolation et enlève le chagrin à celui qui l'entend lire. C'est ça qui est probablement, ou la reprise du même lieu commun, mais peut-être un souvenir d'Albéric de Pisançon. Il est porteur d'un grand plaisir, c'est un écrit de grand réconfort. Il montre bien qu'on ne doit être malheureux pour aucune perte qu'on subit, il doit l'avoir pour perdre rien. Et d'un autre côté, que pour rien au monde, on ne doit être plus joyeux qu'il ne faut. Fou est qui pour nous aveir, rien voit joyer ou dolère. On peut dour vent et vient, ya homme sage, plainte ne tient. Il est fou, celui qui se réjouit ou s'afflige pour une possession quelconque, pour quelque chose qu'on possède, bien vite l'avoir va et vient, jamais un sage n'en tient compte. N'est averse aux choses vaines, et qui lui averse peine, moult le cœur hors grande dolour. L'avoir n'est que chose vaine, et celui qui se donne de la peine pour le posséder le poursuit à grande douleur, et tout perd à chef de our, et perd tout en un instant. Fou est qui aver désir, ya ne sera sans martyr, sans tristour n'en est une our, tant les cours pensez sûr. Il est fou celui qui désire posséder, il ne vivra jamais sans martyr, il ne sera pas une heure sans tristesse, tant les soucis le poursuivent. Non. Bon, c'est pas du grand art, c'est pas une pensée d'une originalité prodigieuse, enfin, pas d'une originalité prodigieuse, mais enfin, qui met cela en pratique. Mais enfin, c'est pas pour ça que c'est original, mais cet incipit appelle, me semble-t-il, trois remarques. La première est justement, c'est que l'auteur se nomme par acrostiche et que le fait qu'il se nomme par acrostiche lui évite de le faire dans le texte lui-même. Donc vous voyez l'acrostiche, j'ai imprimé la première lettre de chaque vers en caractère gras. Donc on lit Simon avec un D à la fin de Fresne me fist. Simon de Fresne me fit. Simon de Fresne m'a fait. Bon. Donc le fait que l'auteur se nomme par acrostiche lui évite de le faire dans le texte lui-même. Et du coup, le prologue est entièrement consacré à la présentation de l'œuvre sans la moindre référence à l'auteur. Nous avons là un prologue, ce qui est assez rare, qui est entièrement sur le contenu de l'œuvre. Et sans invoquer même l'expérience de l'auteur, ce qui est à la fois naturel et paradoxal, puisque dans la consolation de philosophie de Boès, c'est bien l'expérience de l'auteur qui est en jeu, puisque l'auteur Boès est prisonnier et que cette déréliction, il l'éprouve. Mais Simon de Fresne sait qu'il n'est qu'un adaptateur, donc il ne peut pas dire qu'il est Boès, donc ça ne peut pas être de lui, donc il doit se situer tout à fait en dehors. Et c'est ce qui peut justifier l'acrostiche. C'est exactement le contraire de ce qu'on rencontre dans les autres poèmes du même type, les autres poèmes moraux, si on veut, de cette époque. Les vers de la mort d'Hélinon de Froimont, jeune noble quittant la cour de Philippe Auguste
pour se faire moine et qui s'adresse à ses compagnons en disant « Faites comme moi j'ai eu peur de l'enfer, je suis entré au couvent, tant qu'il est temps, convertissez-vous ». Un peu plus tard, le besoin de Dieu, les vers de la mort, c'est absolument contemporain de Simon de Fresne. Le besoin de Dieu de Robert Leclerc de Normandie, Guillaume, Guillaume. Décidément, je devrais plus me fier à ma tête, n'est-ce pas, quand Alzheimer se profile, il faut tout écrire. Guillaume Leclerc de Normandie, où il... Alors ça, c'est un texte que j'aurais dû commenter. Il parle de lui à la troisième personne du numérique, il se nomme. Oui, il dit Guillaume. Oui. Guillaume, un clerc qui était normand. Un jour, un samedi soir, était dans son lit, et samedi au soir, finit la semaine, comme dit la chanson de Gaël Théoriour, donc il avait le temps de méditer, et il médite, et il dit « Je suis en train de perdre mon âme parce qu'il est jongleur de profession. » Et il dit « J'écris, je compose, je récite des poèmes de vanité, des poèmes pas toujours convenables, enfin il n'est pas comme ça, et je perds mon âme en causant la perte de l'âme des autres. » Et donc il faut que je me convertisse, je pourrais entrer au courant, mais comment faire? J'ai une femme et des enfants à nourrir, je sais faire que ça. J'ai une femme et des enfants à nourrir. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je sais, je vais écrire des poèmes, puisque c'est tout ce que je sais faire, mais un poème qui convertisse. Et il écrit le poème s'appelle Le besoin de Dieu, c'est-à-dire le talent de Dieu, et c'est un poème sur la parabole des talents. Donc il applique la parabole des talents, il fait fructifier son talent en écrivant ce poème. Et alors, donc, c'est un début extraordinairement personnel, ce poète qui rentre en lui-même et se dit comment puis-je à la fois faire mon métier, nourrir ma famille, sauver mon âme. J'ai écrit un poème comme ça. Je vais écrire ce genre de poème. C'est un poème très personnel. N'empêche que, quand il se nomme, c'est la troisième personne. Guillaume, un clerc qui fut normand, était couché dans son lit. Et là, comme Simon de Fresne ne peut pas s'identifier à Boès, il y a cette double démarche. Son nom, il est complètement extérieur à l'œuvre, le nom est en acrostiche, et d'ailleurs le personnage n'est même pas Boès lui-même, qui dirait c'est un clerc. Bon. Et la mention initiale de la consolation et du réconfort qu'elle apporte, qui est le lieu commun des prologues, est ici parfaitement à sa place, puisqu'il ne s'agit pas du plaisir ou de la consolation ou de la distraction que l'on trouve à écouter une histoire, comme dans Albéric de Pisançon. Là, l'Antiquité nous console, etc. Mais le sujet même de l'œuvre, c'est la consolation et le réconfort qu'apporte philosophie. Solats don et tout ir, is est roman. Ce roman apporte consolation. C'est apparemment un lieu commun, mais ça n'en est pas un, puisqu'il s'agit de cette consolation très particulière. Cette consolation et ce réconfort sont dans l'exhortation à être indifférent aux aléas de la fortune, en bien ou en mal, et particulièrement à se détacher des biens matériels. Et cette leçon est donnée de façon impersonnelle, puisque l'acrostiche évite à l'auteur de se mettre en scène. Et du coup, il laisse assez habilement le champ libre au personnage dans la bouche duquel sera placé cet enseignement, philosophie personnifiée. La deuxième remarque, c'est que le nom Simon de Fresne ne lui suffit pas. L'acrostiche n'est pas Simon de Fresne, c'est Simon de Fresne me fit. Et d'ailleurs, on n'a pas tout de suite vu. On a tout de suite vu l'acrostiche Simon de Fresne, puis ça semblait tellement évident qu'on n'a pas fait attention. Gaston Paris n'avait pas fait attention que ça continuait. Non. Simon de Fresne me fit. Cela nous montre, ou ça nous confirme, que le nom à lui seul ne désigne pas clairement l'auteur. Ce peut être
celui d'un copiste, d'un intermédiaire, d'un jongleur, d'une référence littéraire intégrée au récit lui-même, comme nous l'avons vu avec Bertrand de Bar-sur-Aube. La signature exige la précision Murphy. Et nous en avons une confirmation, nous en avons des confirmations dans le domaine de l'iconographie. Mais, ou plutôt, les autres sont un peu différentes, j'y viens. Nous en avons une dans le domaine de la sculpture, c'est le fameux Gislebertus hoc fecit. Gislebertus a fait ceci, du tympan d'Autun. Et ma troisième remarque est précisément liée à la comparaison avec Gislebertus hoc fecit. Et d'ailleurs, il avait raison, si c'était le sculpteur, ce Gislebertus, parce que la sculpture d'Autun est d'une finesse absolument admirable. La pierre est plus grise, donc ça fait moins d'effet que Vézelay, et puis l'invention du tympan de Vézelay est unique, avec ce tympan d'envoi en mission qui ne sont nulle part ailleurs, mais pour la finesse de la sculpture même, Autun et Saulieu, c'est le même atelier, c'est une merveille. Bon. Alors, il est vrai que depuis une quinzaine d'années, des travaux ont soutenu que Gislebertus pourrait être non pas le sculpteur, mais le commanditaire du tympan. Et il s'agirait d'un Gilbert, comte d'Avalon. Et un des arguments en jeu, et qui nous intéresse, est que les signatures de ce genre sont bien attestées d'autre part. Nous avons, enfin il n'y en a pas des milliers, mais enfin il y a d'autres attestations de signatures par inscription, signature du sculpteur, de l'artiste. Mais généralement ce n'est pas X Tartampion, mais Fecit. Non, enfin excusez-moi, c'est le contraire. La formule usuelle n'est généralement pas X hoc fecit, fit ceci, mais me fecit. Un tel m'a fait, et non pas un tel a fait ceci. Non. Et cette formule, un tel m'a fait, est donc attestée dans le cas qui nous occupe à propos d'une œuvre littéraire, comme elle est attestée ailleurs à propos d'œuvres iconographiques. Et c'est une formule frappante parce qu'elle fait parler l'œuvre même. L'œuvre n'est pas objectivée, hoc, le neutre, ceci, c'est l'œuvre qui parle, c'est l'œuvre qui dit c'est un tel qui m'a fait. Donc c'est le un tel, c'est l'auteur qui est projeté hors de l'œuvre. La subjectivité est du côté de l'œuvre et non pas du côté de l'auteur. Et la constatation que l'auteur, quand il se nomme, parle de lui à la troisième personne, mais qu'il intervient à l'intérieur de l'œuvre à la première personne, cette constatation si banale, sur laquelle on pourrait me reprocher à juste titre d'avoir trop insisté, eh bien, elle prend tout son sens dans une sorte d'éclatement du sujet. L'instance qui est en droit de dire « je » et qui se considère comme le « moi », cette instance n'est pas du côté de l'auteur, mais du côté de l'œuvre à laquelle elle est intégrée et avec laquelle elle se confond. Et en ce sens aussi, l'œuvre prend le pas sur son créateur. Et alors, deux mots, on finit, mais enfin, je demande encore un instant de patience, pour une conclusion qui n'en est pas une, mais pour me donner bonne conscience à bon compte. D'un côté, nous disons l'œuvre prend le pas sur son créateur. Le poème précède le poète. Alors, ce sont, on dirait, des paradoxes faciles, un peu ronflants, qui peuvent sembler creux et fleurer bon les années 70 du siècle passé. D'autre part, nous disons, ou j'ai dit, l'auteur parle de lui à la troisième personne quand il se nomme ou précise les contours et le sens de son travail créateur, mais c'est à la première personne qu'il prend la parole
ou intervient à l'intérieur de l'œuvre. Cette constatation-là paraît d'une grande banalité. Alors, est-ce que nous avons perdu notre temps en flânant trop au gré des exemples qui ont illustré ces propositions? Eh bien, peut-être pas complètement, je vais être obligé de dire ça, mais pas complètement. Parce que ce que ces exemples font ressortir, et ce qui ferait probablement mieux ressortir s'ils étaient soumis ou portés par une pensée plus vigoureuse que la mienne, c'est une sorte d'éclatement des instances de la personnalité. Non pas ça parle, ou personne ne parle, ou seul parle l'empreinte sociale, comme on aurait dit il y a 40 ou 50 ans, mais qui parle? Comment distinguer le moi du non-moi, le je du il, le il d'un autre il, alors que le discours poétique ou le récit romanesque phagocyte tout ce qui vit en eux et que tout ce qui s'exprime nécessairement à travers eux. Nous avons commencé en relevant la naïveté apparente, au moins la percevions-nous de cette façon, la naïveté des chansons de gestes qui pensent accréditer leurs propos en transformant la figure d'auteur en personnage de l'histoire. Mais ces chansons de gestes ne font de façon appuyée et visible que ce que font toutes les autres œuvres que nous avons examinées. La répartition du il et du je dans les romans dit-elle autre chose que cette intégration de l'auteur à l'œuvre et donc de cette affectation d'antériorité de l'œuvre au regard de l'auteur? Est-ce que le subtil Jean Demain agit différemment en renvoyant le je, narrateur, rêveur et personnage du rêve, à un auteur différent de lui-même et un auteur auquel c'est lui, auteur ultime, qui donne existence dans le roman, puisque Guillaume de Loris, il n'en est sinon question nulle part. Hugues Rotland ou Simon de Fresnes n'obéissent-ils pas à la même logique inversée? Le premier en se faisant le porte-parole d'Hippomédon, saluant les lecteurs de son roman à lui, Hugues Rotland, et le second en donnant la parole au poème qu'il écrit, en donnant la parole, excusez-moi, en donnant la parole au poème qu'il écrit et en se rejetant lui-même en acrostiche et en marge de ce poème lui-même, comme hors du poème lui-même ou cramponné par la première lettre des vers, comme s'il était sur le point de tomber du bateau. Donc, quel est le nom du poète n'est pas une question aussi absurde qu'elle le paraît. Je peux au moins me rendre cette justice. Ce n'est pas une question qui serait l'équivalent de quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, mais c'est une question insoluble, une question qui, quand on examine la variété et la complexité des effets littéraires, se dilue dans la multiplicité des instances du moi et des avatars de la figure d'auteur. Et comme j'étais incapable de l'embrasser du regard et de la pensée, je me suis perdu dans le dédale de mes exemples sans même parvenir à les traiter tous. Et là est la limite de ce cours resté embryonnaire. Je vous remercie. Et bien, merci de votre fidélité. Et je ne sais pas trop encore de quoi je parlerai l'an prochain, peut-être pour le dernier cours.